Pas à pas présente. Conversion vitaminée. Conversion vitaminée. Conversion vitaminée. Les clés pour réussir votre conversion vers SAP S/4HANA. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast intitulé « Pas de transformation digitale sans transformation du système d'information ». Alors j'ai le plaisir d'accueillir Francis Roche, directeur général de l'intégrateur Pas à Pas. Bonjour Francis. Bonjour. Alors Francis, rapidement, est-ce que tu peux te présenter? Depuis combien de temps est-ce que tu fais des projets ERP? Alors moi j'ai commencé sur l'application de l'informatique de gestion avant que ça s'appelle de l'ERP. Fin des années 80, à l'époque on développait des logiciels de gestion sur les premiers PC qui avaient 640K de mémoire centrale, donc c'était une gageure par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Bon, donc une longue expérience dont tu vas pouvoir justement nous faire bénéficier. Alors, la transformation digitale, on rentre dans le vif du sujet, tout le monde en parle, mais en quoi ça consiste concrètement dans une PME ou dans une ETI ? Alors moi, je parle plutôt des transformations digitales. On s'aperçoit aujourd'hui qu'on a plusieurs niveaux de transformation. Le premier, c'est la révolution des usages. C'est-à-dire que la transformation digitale nous amène à ne plus utiliser, ou moi j'utilise le mot consommer, les systèmes d'information de la même façon qu'on le faisait il y a quelques années. Il y a quelques années, on avait des experts qui utilisaient des fonctions et ils étaient formés à utiliser les fonctions. Aujourd'hui, ce qu'attendent les salariés, c'est de pouvoir utiliser des systèmes informatiques aussi naturellement que ce qu'ils utilisent lorsqu'ils ont un téléphone portable ou une tablette. La deuxième révolution et transformation digitale, c'est aussi sur les technologies. On a aujourd'hui à notre disposition, à travers des grands acteurs comme AWS, Amazon ou Microsoft Azure ou OVH ou Google Cloud, des services qui sont mis à notre disposition, je dirais, de façon naturelle. Donc, on n'a plus besoin d'aller acheter ces PC, de les installer, de mettre des serveurs, de mettre des réseaux. Tout ça est à la disposition de l'ensemble des utilisateurs. Et puis, dernier point qui est à noter, c'est que on change même les business models des entreprises. On a des clients dont le métier était de faire ce qu'on appelle de la distribution spécialisée, en particulier par exemple un distributeur de consommables d'imprimantes ou de matériel photographique qui va utiliser la transformation digitale pour amener son business model vers le service et qui va par exemple construire des offres de réparation, de mise à disposition de services d'impression. Et donc, le modèle de ces acteurs a complètement changé. D'accord. Donc, la transformation digitale, c'est vraiment une démarche qui ne s'arrête plus maintenant. Mais pourquoi est-ce que c'est devenu, notamment en 2021, une nécessité absolue ? Alors, on a eu en 2020-2021 un phénomène mondial qu'on aurait tous voulu éviter, qui est la pandémie. C'est sûr, oui. Et cette pandémie, elle a révélé un certain nombre de choses. On a eu, je pense, tous les cas parmi nos clients. Nos clients sont à 90% des ETI et des PME. Donc on a eu des clients pour lesquels la pandémie a révélé le fait que ils n'étaient pas du tout prêts. Donc on a des DSI qui ont été obligés d'aller acheter des PC sur Dell, d'acheter... oui, un peu en panique, quoi. Un peu en panique, les installer dans leur bureau, acheter des services chez Microsoft pour pouvoir déployer des systèmes comme Teams, de la messagerie. Il y a encore des clients qui avaient leur propre messagerie chez eux. Et puis d'autres, notamment dans les jeunes pousses, des clients qui n'ont pas du tout changé leur business as usual. Ils étaient déjà prêts à se déployer en home office. Ils avaient des services qui étaient tous externalisés chez des entreprises comme Microsoft, AWS, etc. Et donc, ils ont suivi cette pandémie comme une façon différente de déployer leurs services habituels. Voilà, c'est un peu le cas de Pas à Pas. Puisque nous avons pour habitude
de mettre à disposition de l'ensemble de nos salariés ce qu'il faut pour pouvoir délivrer leurs services à distance. Et donc, on s'est déployé en mode home office 15 jours avant le confinement. Et ça s'est fait un peu naturellement. Voilà, parce que concrètement, vous étiez déjà en télétravail. Exactement. Peut-être pas de cette envergure-là, mais déjà en télétravail partiel. Les gens travaillaient à distance avec tout ce qu'il fallait pour travailler à distance. Mais bon, c'était pas le cas de tout le monde, donc visiblement. C'est pas le cas de tout le monde. Et je pense que ça a servi de test de grandeur à l'ensemble de nos clients sur tous les processus qu'ils avaient mis en place lors des premières pandémies. Sur le maintien des activités. Donc ça a vraiment été un exercice en temps réel et on s'aperçoit que les entreprises ont beaucoup appris et sont aujourd'hui beaucoup plus résilientes que ce qu'elles l'étaient en mars dernier. Donc ça, c'est une bonne chose. Et cette crise, en fait, a accéléré cette transformation digitale. En tout cas, c'est ce que vous avez constaté, vous, chez vos clients, non ? C'est complètement ce qu'on a constaté chez nos clients et on s'aperçoit que cette crise, si on l'avait subie il y a 10 ans, je pense que l'économie aurait été par terre et qu'aujourd'hui, avec l'évolution des systèmes d'information et tout ce qu'on a appris en fait du business B2C dans nos entreprises B2B, on a pu se développer et se déployer dans des modes je dirais des modes de plan B qui ont montré que notre économie était plutôt résiliente parce que les investissements sur les systèmes d'information avaient été suffisants pour pouvoir être déployés dans ces modes-là. D'accord. Donc si on a un bon système d'information, on est a priori une entreprise résiliente. On peut résumer ça comme ça. Oui, et si on a un bon système d'information, on peut se focaliser sur les éléments, je dirais, fondamentaux de l'entreprise. Quand on produit des pièces détachées pour l'automobile, si on peut se focaliser sur la problématique de comment je gère la pandémie dans mes usines, sachant que derrière, les services dits de support, eux, peuvent continuer à assurer le business as usual. Voilà, donc c'est un peu chacun son métier en fait. Quoi. Exactement. Et alors, est-ce qu'on peut transformer son entreprise sans transformer en profondeur son système d'information, voire son ERP ? Alors, ma vision est que non. Et c'est vrai avec de plus en plus avec l'ensemble des nouvelles technologies qui sont mises à notre disposition. Ce qu'a réussi à faire l'ERP, c'était le temps des années de transformation des années 2000, c'était l'informatisation des processus et la mise en place des ERP dans les entreprises, c'est ce qui a permis aujourd'hui la globalisation. Donc c'est ce qui a permis à des entreprises d'avoir un bureau d'études en France avec un système de logistique mondiale, avec des usines en France, en Italie et voire en Chine, et pouvoir assurer une continuité dans le développement, la production et la livraison de ces solutions. Avec la transformation que nous a apporté le B2C, on a eu à construire des systèmes qui sont de plus en plus interconnectés avec des fournisseurs, des clients et avec un usage simplifié. Donc on a eu cette approche d'un premier temps qui était je construis au-dessus de mon ERP une couche comme par exemple l'e-commerce, qui est l'exemple typique. Je mets un site marchand au-dessus de mon ERP. Mais de plus en plus, ce qu'on s'aperçoit, c'est que cet ERP, le client de l'e-commerce, il veut aller vraiment dans le détail et aller chercher l'information le plus loin possible. Il ne peut plus accepter de ne pas avoir des informations sur l'heure de livraison, la capacité de changer sa commande au dernier moment, etc., etc. Donc, pour assurer cette fluidité entre, je dirais, le client final et la production, on a besoin d'aller très loin dans la transformation du système d'information et donc dans la transformation de l'ERP. Donc l'un induit l'autre. La transformation de l'ERP induit la transformation du système d'information et vice-versa. Donc ce sont des projets vraiment assez conséquents, j'ai l'impression. Est-ce que du coup, pour concrétiser les choses, vous pouvez donner des exemples de transformation digitale réussie dans la vie de tous les jours ? Alors, dans la vie de tous les jours, moi j'ai quelques exemples parce que c'est ce que j'utilise le plus. On parle souvent
En ce moment, on parle des services de Deliveroo, on parle de Uber Eats, etc. Mais je vais prendre un vieux métier qui s'est transformé. Si on regarde les services de taxi, on parle beaucoup d'Uber, mais on oublie de parler de transformation de sociétés comme G7. Oui, qui est en fait l'ancien monde avant Uber. Qui est l'ancien monde. Et aujourd'hui, si on regarde la façon dont on peut consommer les services de G7, on a aujourd'hui des applications qui permettent de réserver ses taxis, d'avoir de la visibilité sur quand est-ce qu'il arrive, où il est, de pouvoir payer, régler complètement son taxi avec l'application. Et donc, on a eu une transformation poussée par des modèles disruptifs, mais ces entreprises ont réussi à se transformer. Voilà, donc ça, c'est un exemple, je dirais, d'entreprise privée. Mais si on regarde, je suis en train de faire ma déclaration d'impôt, quand on regarde aujourd'hui la Direction générale des impôts et la façon dont le modèle de mise à disposition des solutions a évolué, aujourd'hui, on peut tout faire avec un mobile. On peut payer ses impôts avec un mobile. Et c'est un exemple de transformation digitale d'une administration qui est assez intéressant pour moi. Et puis qui a été assez rapide, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on était quand même dans les formulaires papier. Qui est très rapide, qui est très orienté utilisateur final, et avec, je pense, une valorisation immédiate parce qu'on a le sentiment d'être accompagné dans l'ensemble des fonctions que l'on fait vis-à-vis de cette administration. D'accord, donc ça c'est des exemples B2C réussis vers le grand public. Est-ce que dans les entreprises qui font du B2B, il y a aussi des exemples comme ça de transformation? Est-ce qu'elles sont aussi avancées dans leur transformation? Alors elles sont plus ou moins avancées en fonction de leurs activités. Si on prend des industries qui sont pour le coup très industriel manufacturing, quand on voit aujourd'hui le travail qui a été fait par l'ensemble des fournisseurs de premier et de deuxième rang de l'industrie automobile, on s'aperçoit que des entreprises comme Faurecia, par exemple, ont des approches entièrement intégrées avec les constructeurs automobiles. Ils sont allés très très loin dans cette transformation digitale et ils font maintenant plus de la coproduction avec des systèmes d'information qui sont complètement intégrés que de la fourniture de pièces détachées à un constructeur automobile. Ils sont plus partenaires que fournisseurs. Exactement. Donc cette transformation digitale permet de faire cette coopération depuis le bureau d'études jusqu'à la production de pièces sur les lignes à destination de un certain nombre de véhicules. Voilà. Donc on retrouve ça dans la plupart des industries de composants et dans même des marchés qui sont très capitalistiques comme la construction de câbles ou de fournitures, je dirais, de premier rang. Cette intégration, elle est en train de se faire de bout en bout. D'accord. Alors, il y a un côté aussi un peu pratique qu'on souhaite donner dans ces podcasts. Donc, du coup, quels sont, selon vous, les principaux pièges à éviter quand on veut mener sa transformation digitale ? Un sujet qui m'inquiète aujourd'hui, et j'en discute avec mes clients, c'est que on essaye de faire la différence entre la DSI, donc la direction des systèmes d'information, et la transformation digitale. Donc depuis quelques années, on voit fleurir des nouvelles organisations qui sont pilotées par des digital officers, le CDO, quoi, et qui sont indépendantes de la DSI. Voilà, moi j'ai commencé. C'est bien ou c'est pas bien ça ? Moi j'ai le sentiment que c'est pas forcément reconnaître le travail qui a été fait par la DSI. Donc je pense qu'il est important de construire sa transformation digitale en associant les DSI et en permettant aux DSI d'accéder à des budgets qui leur permettent de faire évoluer leur système d'information en capitalisant sur les technologies d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il faut être disruptif et en rupture
dans toutes les organisations. Bien souvent, les capitaliser sur l'existant et amener des solutions agiles autour de cet existant permet d'aller plus vite dans cette transformation digitale que de mettre en compétition deux équipes sur des sujets qui sont quand même très proches. D'accord. Et alors, si on prend l'exemple de Pas à Pas, justement, en interne chez Pas à Pas, est-ce que vous avez fait, vous aussi, votre transformation digitale, ou est-ce qu'on peut dire que voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés, comme c'est souvent le cas ? Alors nous, on a eu l'occasion en fait de faire une fusion avec une entreprise de la même taille que nous il y a 5 ans, et on a profité pour reconstruire notre système d'information. Et donc, quand on a reconstruit notre système d'information, il est basé sur un ERP SAP. Et on a construit autour de ce système d'information le maximum de briques possibles qui permettent à nos salariés, qui sont en grande partie des consultants, d'accéder à ce système d'information avec leurs outils du quotidien. Voilà. Donc on a un système d'information robuste qui permet à l'ensemble de nos salariés d'accéder à leurs outils de production, leurs outils de gestion des temps, leurs informations sur la RH, leurs informations sur leur paye, tout ça avec une tablette ou un portable. On a beaucoup mis l'accent aussi sur tout ce qui est l'analytics, parce qu'il y a un élément qui est très important dans l'agilité digitale, c'est la capacité d'accéder à la bonne information le plus rapidement possible pour pouvoir prendre des décisions. On l'a vu avec cette période de pandémie. Nos clients avaient construit des systèmes d'information pour le beau temps, très optimisés, mais leur système d'information n'avait pas prédit la pandémie. Et donc, quand la bise fut venue, ils se sont trouvés fort dépourvus. Et d'où cette nécessité de construire de nouveaux outils analytiques, de nouveaux tableaux de bord pour pouvoir prendre des décisions. Et moi, je prends l'exemple de la mise en place de l'activité partielle chez nous. Nous étions dotés d'outils analytiques performants, ce qui nous a permis très rapidement de construire les tableaux de bord nécessaires pour pouvoir gérer l'activité partielle, et ce, non pas avec des informaticiens, mais ce sont nos contrôleurs de gestion qui ont pu mettre en place en toute autonomie ce type de tableau de bord avec les outils qui étaient à leur disposition. D'ailleurs, j'ai interviewé votre DAF, Aurélien, dans un autre épisode de ce podcast, et c'était justement, il raconte dans le détail comment l'analytics permet de prendre des décisions de manière plus agile et plus réactive. Donc, j'engage évidemment nos auditeurs à écouter aussi ce podcast-là. Alors, justement, continuons sur l'interne et chez Pas à Pas, côté humain. Comment est-ce que, vous en avez parlé, mais comment est-ce que vous organisez pour réussir au mieux cette transformation, et quels conseils vous pourriez donner éventuellement à d'autres entreprises pour réussir ce challenge humain par rapport à la transformation digitale et au changement d'ERP ? Alors aujourd'hui, si on regarde de façon, je dirais, pragmatique, opérationnelle, ce qu'on rencontre chez nos clients, on peut dire que les projets échouent rarement à cause de la technologie. On s'aperçoit que depuis les années 2000, on a beaucoup optimisé nos organisations. On a de plus en plus de mal à libérer du temps pour nos salariés et en particulier ceux qui sont ce qu'on appelle le métier, pour faire en plus de leur quotidien des projets. Voilà. Donc il y a un sujet de vigilance absolue qui est comment je fais dans un projet de transformation pour associer les métiers et pour accompagner les métiers dans cette transformation, et comment je fais pour que ces projets permettent à l'organisation de continuer à produire tout en faisant des projets de transformation. Donc le caractère, je dirais, de vigilance absolue, il est vis-à-vis de l'humain et de la conduite du changement. On est dans les entreprises à la rencontre entre des générations comme la mienne, qui ont appris l'informatique dans les entreprises, et des nouvelles générations qui sont nées avec Internet, l'iPhone, la tablette, et qui consomment le système d'information au quotidien.
Et donc, quand on conduit les projets, il faut aussi que la conduite du changement permette de faire le lien entre ces deux générations. D'accord. Donc là, il y a un vrai travail qui nécessite peut-être, pourquoi pas, d'impliquer les ressources humaines. Les ressources humaines doivent être au cœur des projets de transformation. C'est une clé de réussite. D'accord. Et si on parle un peu méthodologie maintenant, puisque dans les projets ERP, il y a plusieurs méthodologies possibles. Quelle est la méthodologie que vous préconisez, vous, chez Pas à Pas, pour se donner toutes les chances de réussir cette transformation ? Alors là aussi, il y a eu beaucoup de changements et de plus en plus, on adopte des méthodologies qui sont issues, je dirais, des projets digitaux. Historiquement, dans les grands projets de transformation ERP, on utilisait une méthode qui est appelée méthode en V, où en fait, on avait des étapes de conception, ensuite des étapes de réalisation, et avec des phases de test à chaque niveau. Et on avait une construction de projet qui était très, je dirais, académique, où on faisait beaucoup de conception avant de commencer à avoir des résultats, et un projet pouvait générer un effet tunnel plus ou moins gros qui permettait de faire cette transformation, mais dans un temps qui était un temps long. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on utilise de plus en plus des méthodologies dites agiles, donc des méthodologies qui permettent de faire des micro-projets avec des itérations beaucoup plus courtes, et donc de confronter les utilisateurs à des résultats beaucoup plus vite, de tirer parti de leur retour d'expérience sur ces résultats pour passer à l'étape d'après. Les projets que l'on fait aujourd'hui sont des projets beaucoup plus courts, avec peut-être moins d'ambition par itération, mais qui correspondent mieux aux besoins, et qui permettent de mieux tester le besoin pour pouvoir passer à l'étape d'après. Oui, c'est ça. C'est plus impliquant aussi pour les équipes. Et ça donne de la visibilité tout de suite aux équipes, et en particulier au métier. Très bien. Si on parle un tout petit peu de technologie, il y a de l'intelligence artificielle un peu partout maintenant, du big data, du décisionnel temps réel, de l'IoT, l'Internet des objets. Quelles sont, selon vous, les technologies les plus prometteuses ? S'il n'y en avait qu'une à retenir, ça serait laquelle ? C'est une très bonne question. Alors, ça dépend un peu des secteurs d'activité, mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est tout ce qui est autour de la donnée. C'est vraiment la révolution qui est arrivée du B2C et qui est vraiment en train de prendre dans le B2B. Donc, une fois qu'on a la donnée, tout ce qui tourne autour de la donnée, puisque la donnée, ça amène, vous parliez d'intelligence artificielle, ça amène des modèles prédictifs, ça permet de prendre des décisions. Donc, le gros travail aujourd'hui qui est en train de se faire dans les entreprises B2B, c'est comment je capitalise sur l'expérience et les données que j'ai accumulées dans mes ERP depuis parfois 15 ou 20 ans pour prendre de meilleures décisions et faire en sorte que je produise mieux ou je délivre mieux mon service au client. Voilà. Ça va de l'expérience client, c'est-à-dire qu'on a des clients qui utilisent les données pour vérifier que l'expérience qu'ils donnent aux clients, elle est bonne, parce qu'on a souvent le sentiment de bien servir ses clients, mais il vaut mieux avoir une analyse pragmatique pour être sûr de bien le faire. Oui, là aussi, la vérité est souvent dans les chiffres. Exactement, à des clients qui font de la production et qui essayent, par exemple, de prédire, lorsqu'ils ont des chaînes de production, quand est-ce que les chaînes se mettent à produire des pièces défectueuses. Jusqu'à présent, on constatait qu'on avait des pièces défectueuses. Maintenant, nos clients essayent de prédire au bout de combien d'heures de production ils vont commencer à générer des pièces défectueuses. Voilà, anticiper les pannes avant même qu'elles n'arrivent. Exactement. Donc ça, c'est le décisionnel. Oui, c'est quand même très intéressant pour ça. Est-ce qu'il faut aller impérativement dans le cloud pour réussir sa transformation digitale ? Alors, c'est pas obligatoire. On a encore des clients qui décident de continuer à investir sur leur propre data center. Aujourd'hui, on a quand même un modèle, on parlait tout à l'heure des années 80, on n'avait pas toute cette technologie à notre disposition et cette technologie en mode service. L'avantage d'aller vers les hyperscalers, c'est un avantage d'agilité, parce qu'on peut consommer ce dont on a besoin et on trouve tous les types de technologies disponibles sur ces plateformes. Si on en revient à la pandémie, je pense que l'une des applications qui a été la plus mise en valeur pendant la pandémie, c'est Zoom. Oui. Zoom n'existe pas sans les hyperscalers.
Zoom s'est déployé et a pu continuer son déploiement parce qu'ils ont acheté des ressources chez AWS ou chez Microsoft ou chez Google. Donc c'est typique de cette nouvelle façon de consommer l'informatique. L'autre point qui est très important aujourd'hui, c'est la résilience des systèmes d'information. On a un phénomène en France qui est très prégnant, en particulier dans les ETI et les PME, c'est le ransomware. Il est de plus en plus difficile pour une entreprise, à travers sa propre direction informatique, de sécuriser son système d'information. S'appuyer sur, des industriels du système d'information comme SAP, AWS, Microsoft, Google, c'est aussi s'appuyer sur une puissance de feu en termes de sécurité qu'on a du mal à avoir chez soi. Bien sûr. Surtout quand on est une PMI, une PME ou une ETI. Et que c'est pas son métier. Donc, sécuriser les Active Directory de Microsoft, c'est compliqué. Il faut suivre toutes les releases, ça coûte un peu d'argent. Et donc, cet apport du cloud en termes de sécurité, il est de plus en plus prégnant pour nos clients. Oui. Mais en plus, il y a plein de possibilités entre le cloud public, le cloud privé, le cloud hybride, mais on va peut-être pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais en tout cas, le cloud est une vraie solution d'envergure, comme vous venez de le dire. Pour terminer ce podcast, parce qu'il faut bien qu'on termine, même si c'est passionnant et qu'on pourrait continuer comme ça très longtemps, SAP a annoncé très récemment là, une offre baptisée RISE, RISE with SAP. En quoi ça consiste ? Alors, je pense que c'est une des plus belles offres que SAP ait sorties ces 10 dernières années. Carrément. C'est à la fois une offre commerciale, donc c'est un modèle de déploiement et c'est un changement dans la façon dont SAP a l'habitude de vendre sa propriété intellectuelle, donc son logiciel. Donc c'est une offre commerciale parce que RISE, c'est plusieurs composants. C'est à la fois un ERP, qui peut être soit un ERP cloud public, soit ce qu'on appelle un cloud privé. Donc c'est un ERP qui peut être soit multi-instance, soit mono-instance, déployé dans un cloud SAP, avec le support des hyperscalers Google, AWS et Microsoft. C'est un ensemble d'outils qui permet d'aider le client à faire sa transformation. Donc, il y a du business process modeling, il y a des outils d'évaluation de ROI, d'évaluation de total cost of ownership. Donc, il y a des outils d'aide à la transformation. Il y a l'accès à la plateforme technologique SAP qui s'appelle BTP, Business Transformation Platform. Il y a accès à des services fournis par SAP, notamment les services Ariba. Donc ça, c'est l'offre commerciale. C'est une offre en souscription, donc c'est plus un modèle où on achète ses licences et on paye une maintenance. C'est un modèle où on souscrit à un certain nombre de services pour une année, pour 3 ans, pour 5 ans. Sur abonnement, donc. C'est sur abonnement. Comme beaucoup de solutions aujourd'hui, d'ailleurs. Exactement. Et ça permet vraiment de capitaliser pour les clients qui ont déjà SAP. Donc, ça permet de capitaliser sur l'existant que l'on a sur SAP et de transformer cet existant pour aller dans un cloud privé si l'on a envie. Et ça permet aux nouveaux clients de SAP de consommer l'ERP comme on souscrit à un service classique. Donc pour aborder le monde de l'ERP, c'est un modèle où on souscrit à un service d'ERP délivré par SAP. D'accord. Et alors du coup, comment les intégrateurs comme Pasapa vont s'inscrire dans ce modèle et dans ce voyage vers SAP et l'ERP intelligent comme il est présenté par SAP? Alors nous, on a une certitude, c'est que notre modèle est en train d'évoluer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était des intégrateurs. Donc on prenait des composants là pour 90% d'entre eux fournis par SAP et on les intégrait chez les clients. Et nous, le sentiment qu'on a aujourd'hui, la certitude qu'on a, c'est que notre métier il va évoluer vers un métier d'opérateur, comme ça s'est passé pour les opérateurs téléphoniques il y a quelques années. Et donc, on va opérer chez nos clients des solutions délivrées par plusieurs fournisseurs. Donc,
On peut prendre l'exemple du CRM avec Salesforce, de l'ERP avec SAP. On peut avoir de la BI chez Anaplan. Notre métier, ça va être d'orchestrer ces services, de faire en sorte que ces services communiquent entre eux, que ces services puissent évoluer dans le temps. Et donc, notre modèle, il évolue. On va continuer à mettre en place des solutions chez nos clients, mais qui vont s'appuyer sur des services délivrés par des grands opérateurs, avec une approche du système d'information plus, agile, puisque il suffit de rajouter un service pour faire évoluer son système d'information, et surtout plus sécurisé, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ces grands opérateurs sont plus à même de se défendre, de faire les investissements nécessaires pour sécuriser leur offre, et donc nous, on va opérer ces services pour le compte de nos clients. D'accord, donc de belles perspectives, très belles perspectives de projets à venir. Merci beaucoup Francis, c'est moi. Merci beaucoup pour cet entretien, et à bientôt donc dans un nouveau podcast de Pas à Pas. À bientôt.